Le secret sous le chêne. Arthur Corrigan, ancien militaire retiré du service, était revenu dans le Maine pour y trouver enfin la paix. Il pensait que le silence des pins, le souffle salé de l'Atlantique et la lenteur des jours suffiraient à effacer les cris du passé. Mais un soir d'automne, une tempête vint briser cette illusion de sérénité, une tempête si violente qu'elle sembla vouloir remuer les fondations mêmes de sa vie. Le lendemain matin, le monde semblait lavé, mais meurtri. Là, au milieu du jardin, le vieux chêne de la famille, un géant que l'on disait plus ancien que la maison elle-même, gisait à terre, déraciné. Ses racines formaient un gouffre béant, une plaie ouverte dans la terre humide. Pour Arthur, c'était un deuil. Cet arbre avait abrité les jeux de son enfance, les confidences de son père, les souvenirs de son grand-père. Il incarnait la continuité d'un nom et d'un lieu. Mais pour Radar, son fidèle berger allemand, ce n'était pas une perte, c'était une découverte. Le chien, alerte, bondit vers la fosse et se mit à gratter frénétiquement la terre encore détrempée. Ses aboiements résonnaient dans l'air frais du matin. Arthur, pensant qu'il avait flairé un animal, tenta de l'arrêter. « Laisse, Radar !» Mais le chien, habituellement obéissant, continua, excité, presque frénétique. La terre volait en tous sens, ses pattes martelant la boue avec une détermination farouche. Puis, dans un grognement satisfait, il s'immobilisa et fixa un point précis du sol. Arthur descendit prudemment dans la fosse. Le bois mouillé glissait sous ses bottes. En écartant un amas de racines épaisses, il aperçut un éclat métallique, terni par la rouille et la boue. Intrigué, il dégagea la terre du bout des doigts. Peu à peu, apparut une surface plane, rectangulaire, ornée en son centre d'une lourde manivelle de fer. C'était une trappe. Une porte de cave scellée sous le vieux chêne. Une porte oubliée, dissimulée depuis des décennies, peut-être plus. Arthur resta figé, le souffle suspendu. Le vent jouait dans les branches s'arrachait, produisant un murmure presque humain. Radar s'assit à côté de lui, la tête légèrement penchée, la queue battant lentement le sol, comme s'il venait de remplir une mission importante. Un frisson parcourut Arthur. Il ne savait pas encore que cette découverte, née du hasard d'une tempête, allait réveiller d'autres tempêtes bien plus anciennes, celles du passé. Le silence du Maine. C'est justement ce silence qu'il était venu chercher. Un silence profond, presque sacré, fait du bruissement des pins et du roulis des vagues sur les rochers. Après 15 années passées dans les marines, au milieu des cris, des moteurs et des explosions, ce calme semblait une bénédiction. Ici, les fantômes d'Afghanistan et d'Irak perdaient leur voix. L'air salé et les longues nuits de vent effaçaient, peu à peu, les odeurs de poudre et de peur. Sa maison, bâtie par son grand-père, se dressait sur un promontoire face à la mer. Les planches grises, le toit écaillé, les volets battants, tout respirait la fatigue des années, mais aussi une solidité tranquille. On disait qu'elle avait résisté à plus d'une tempête, tout comme la famille Corrigan. Arthur, la quarantaine, portait sur lui la marque des combats. Ses traits, taillés à la serpe, avaient cette gravité silencieuse des hommes qui ont trop vu. Ses yeux, d'un bleu délavé, reflétaient plus la mer que le ciel. Il gardait encore cette posture droite, presque militaire, même lorsqu'il buvait son café sur le perron, vêtu d'une chemise à carreaux et de son vieux jean élimé. Radar, lui, ne le quittait jamais. Le chien l'avait adopté autant qu'il l'avait adopté. Sauvé d'un refuge, il était, comme Arthur, une âme cabossée. Son regard vigilant semblait comprendre sans qu'on ait besoin de parler. Quand les souvenirs revenaient trop forts, ces nuits où Arthur se réveillait en sursaut, trempé de sueur, Radar posait doucement sa tête sur son genou, un poids chaud et rassurant qui ramenait son maître au présent. La nuit de la tempête. Ce soir-là, le vent se leva avant le crépuscule. Le ciel prit une teinte de plomb, et l'air se chargea d'électricité. Arthur observait les nuages depuis le porche, Radar couché à ses pieds. L'odeur du sel et de la pluie emplissait déjà l'air. On dirait qu'elle sera violente, hein, vieux, murmura-t-il. Radar releva les oreilles, comme s'il comprenait. Puis la nuit tomba d'un seul coup, avalant le monde. La tempête éclata avec une rage presque surnaturelle. Le vent hurlait à travers les pins, la pluie frappait les vitres comme des balles. La maison tremblait sous les rafales. Le tonnerre éclatait à intervalles si rapprochés qu'il semblait ne jamais cesser. Arthur, assis dans l'obscurité, le courant avait sauté, se sentait glisser ailleurs. Chaque détonation le ramenait à d'autres nuits, d'autres bruits, le sifflement des obus, les cris dans la poussière. Son cœur battait trop vite.
Ses mains tremblaient. Il ferma les yeux, et soudain, une truffe humide vint se presser contre sa paume. Radar. Fidèle, inébranlable. Le chien gémit doucement, cherchant à le ramener. Arthur se mit à caresser son pelage trempé, et la chaleur du corps vivant contre lui fit reculer les ombres. « Tu es là. » murmura-t-il. On est rentré, cette fois. Ils passèrent la nuit ainsi, blottis dans le noir, écoutant le rugissement du vent jusqu'à ce que le silence revienne, un silence de fin du monde. L'aube et la découverte. Le lendemain, l'air avait cette clarté tranchante qui suit les orages. Le soleil peinait à traverser les nuages effilochés, projetant sur le sol détrempé une lumière laiteuse. Arthur sortit, encore engourdi. Le jardin n'était plus qu'un champ de débris, branches arrachées, clôtures éventrées, flaques d'eau où se reflétait le ciel d'après-tempête. Mais ce fut la vision du vieux chêne qui le frappa au cœur. L'arbre qu'il croyait immortel gisait renversé, ses racines massives arrachées du sol, exposant un gouffre béant. Arthur resta longtemps devant cette tombe inversée. « Eh bien, mon vieux » murmura-t-il. « On dirait qu'il va falloir ranger tout ça. » Il posa une main sur le tronc humide. La surface rugueuse lui rappela la pauvre idée de son grand-père, celle d'un homme qui, lui aussi, avait tenu bon face à tant de tempêtes. Mais Radar ne partageait pas la mélancolie de son maître. Le chien avait déjà bondi dans la fosse, le museau fouillant la terre humide. Il reniflait, grattait, s'agitait avec une excitation croissante. « Radar! Qu'est-ce que tu fiches? Laisse ça tranquille. Rien à faire. » Le chien grognait maintenant, creusant avec une détermination acharnée. Puis il s'arrêta net, aboya, et fixa un point précis. Arthur, intrigué, descendit à son tour. La boue lui collait aux bottes. En écartant les racines, il aperçut l'éclat métallique. Un éclat que ni le temps ni la tempête n'avaient réussi à effacer. Il frotta du bout des doigts, la terre s'effritait, révélant peu à peu une plaque de métal rouillé. Une trappe, massive, ancienne, avec une lourde poignée circulaire. Il resta là, agenouillé, le souffle court. Cette chose ne datait pas d'hier. Elle avait été dissimulée délibérément, probablement longtemps avant qu'il n'hérite de la maison. Radar jappa, comme pour l'encourager. Arthur effleura la poignée. Le métal était glacé, presque vivant. Un instant, il eut l'impression étrange que quelque chose, de l'autre côté, retenait son souffle. Sous la terre. Arthur recula lentement. La rationalité militaire reprit le dessus, il fallait vérifier. Observer. Analyser. Pourtant, une partie de lui savait déjà qu'il venait de franchir une limite invisible. Sous ses pieds, le sol cachait un secret. Un secret que le chêne avait protégé, que la tempête avait libéré. Était-ce une cave de stockage? Un ancien abri? Un refuge construit pendant la guerre? Les possibilités se bousculaient dans sa tête, mais aucune ne lui donnait la paix. La mer, au loin, grondait encore faiblement, comme si elle approuvait la découverte. Le vent s'était levé de nouveau, doux mais persistant, portant avec lui une odeur étrange, celle de la terre retournée, mêlée à quelque chose d'autre, plus ancien, plus métallique. Arthur regarda Radar. Le chien, immobile, fixait la trappe avec une intensité presque humaine. Et soudain, Arthur comprit, ce qu'il venait de trouver n'était pas seulement un vestige. C'était une invitation. Ou peut-être un avertissement. Il ferma les yeux un instant, inspira profondément l'air salé du matin, puis posa sa main sur le métal froid. Sous cette terre, il n'y avait plus qu'un simple secret de famille. Il y avait une histoire enfouie. Une vérité que personne n'avait voulu affronter. Et maintenant, elle venait de le choisir, lui, Arthur Corrigan, l'homme qui fuyait les fantômes pour la faire remonter à la surface. Épilogue. Au loin, le tonnerre gronda une dernière fois, comme un écho de ce qui allait venir. Radar remua la queue, attendant le signal de son maître. Arthur serra la poignée, sentit la résistance du métal, et avec un dernier regard vers le ciel gris du Maine, il murmura. « Allons voir ce que tu caches, vieux chêne. » Le grincement du mécanisme brisa le silence. Une bouffée d'air humide et ancien s'échappa du sol, comme le souffle d'un monde oublié. Et à cet instant précis, la paix qu'il était venu chercher s'envola pour toujours. Le journal sous l'arbre. Le métal de la poignée était glacial, presque hostile, sous les doigts d'Arthur Corrigan. La vie tranquille qu'il avait patiemment reconstruite,
jour après jour, allait se fissurer à cet instant précis. Il serra la roue de la valve entre ses deux mains, planta fermement ses pieds dans la boue détrempée et tira de toutes ses forces. Rien. Le mécanisme demeura figé, soudé par des décennies de rouille et la pression du sol. Il tenta encore, grognant d'effort, les muscles de son dos et de ses épaules se contractant jusqu'à la brûlure sans résultat. La roue ne bougea pas d'un millimètre. On aurait dit qu'elle avait été soudée au métal de la trappe. Radar, son fidèle compagnon, perçut la frustration de son maître. Le chien poussa un petit gémissement plaintif et vint frotter son museau humide contre la main d'Arthur. « Ce n'est rien, mon vieux, » murmura Arthur, haletant. « Elle est juste un peu têtue. » Il savait que la force brute ne suffirait pas. Ce genre de problème demandait méthode, patience, et les bons outils des principes qu'il connaissait bien, autrefois, dans sa vie d'avant. Il remonta du trot avec une détermination froide et se dirigea vers la vieille grange qui lui servait d'atelier. Là, tout respirait l'ordre et la discipline. Les outils pendaient soigneusement à leurs crochets, dessinant sur les murs des silhouettes parfaites. Son établi brillait d'un éclat entretenu, et l'air y portait ce parfum rassurant de sueur et d'huile. C'était son sanctuaire, un îlot de logique au milieu du chaos. Il y saisit un pied de biche massif, un petit marteau massette et une bombe d'huile pénétrante, puis retourna vers le trot. Pendant plus d'une heure, Arthur mena une guerre méthodique contre le temps et la corrosion. Il aspergea le mécanisme d'huile, laissant le liquide s'insinuer dans les filetages rongés. Puis il frappa le boîtier du marteau pour briser la croûte de rouille. Chaque coup résonnait dans le silence du jardin ravagé par la tempête, un son métallique, obstiné, comme le cœur battant d'un souvenir enfoui. Radar observait tout, immobile, la tête penchée, les oreilles dressées à chaque écho. Arthur coinça enfin le bout du pied de biche entre les rayons de la roue et exerça une pression lente, mesurée. Un grondement sourd monta du métal, semblable au réveil d'une bête endormie depuis un siècle. Arthur sentit la résistance céder, à peine. Il appuya de tout son poids. Le grincement se mua en cri, strident, long, presque douloureux. La roue commença à tourner, millimètre par millimètre, dans une lutte épuisante où chaque mouvement semblait gagner à la force du désespoir. Puis, soudain, le verrou céda. Mais la trappe, massive, ne se laissa pas vaincre si facilement. C'était une dalle d'acier, lourde comme une tombe. Arthur glissa ses doigts sous le rebord, souleva péniblement et, d'un geste brusque, glissa le pied de biche pour la maintenir entr'ouverte. Dans un dernier effort, il souleva la porte et la fit basculer, qui retomba sur la terre boueuse dans un fracas sourd. Une bouffée d'air froid et vicié s'échappa de l'ouverture. L'odeur était épaisse, humidité, moisissure, et cette autre senteur plus subtile, le papier sec, le temps figé. Arthur alluma sa lampe torche et braqua le faisceau dans les ténèbres. Une volée d'escaliers en béton descendait droit dans la terre. « Reste ici », ordonna-t-il doucement à Radar. Le chien gémit mais obéit, s'asseyant au bord du trou, la truffe tournée vers la noirceur. Arthur posa un pied sur la première marche, puis un autre. Chaque pas l'enfonçait un peu plus dans le passé. L'air se faisait plus froid, plus dense, et le silence, total, n'était brisé que par le rythme calme de sa propre respiration. Au bas de l'escalier, il découvrit une petite pièce rectangulaire, nue, au mur de béton. Un abri anti-atomique, typique des années de la guerre froide, construit pour conjurer la peur d'un monde prêt à s'effondrer. Contre un mur, un bureau en bois et une chaise, recouverts d'une épaisse couche de poussière grise. Sur le plateau trônait un vieux poste radio à ondes courtes, massif, d'un autre âge. Face à lui, des étagères vides, alignées comme des témoins silencieux d'une époque révolue. C'était une capsule du passé, un fragment d'histoire préservé dans la pierre. Le faisceau de sa lampe accrocha alors quelque chose sous le bureau, une boîte métallique, d'un vert olive, marquée de lettres jaunes presque effacées. Une caisse de munitions militaires. Arthur s'agenouilla, l'attira vers lui. Elle était lourde. Il fit sauter les loquets rouillés, le joint en caoutchouc autour du couvercle était encore intact. Celui qui l'avait scellé voulait que son contenu survive au temps. À l'intérieur, enveloppé dans un linge jauni, reposait un unique objet, un carnet relié de cuir brun, usé, sans titre. Arthur porta la boîte sur le bureau, essuya la poussière de sa manche et s'assit sur la chaise grinçante. Sous le halo tremblant de la lampe, il ouvrit le journal. L'écriture, fine et disciplinée, lui sauta au cœur avant même qu'il ne lise, il reconnaissait cette main. C'était celle de son grand-père, John Corrigan. Les premières pages étaient banales, la météo, le prix du bois, les réparations de la clôture,
une sortie de pêche à l'été 1961. Le récit tranquille d'un homme simple, vivant au rythme des saisons. Mais peu à peu, le ton changeait. Les phrases se faisaient plus brèves, plus nerveuses. L'écriture semblait se refermer sur elle-même, comme si les mots avaient peur d'être lus. Arthur sentit un malaise sourdre. Puis vinrent les mentions d'un projet. Aucune précision, seulement des allusions voilées. Son grand-père parlait de ses « associés », qu'il ne désignait que par des initiales, V, dont les talents d'ingénieur étaient essentiels, et C, dont l'impatience devenait préoccupante. Arthur sentit un nœud se former dans son ventre. Il lut plus vite, happé par une curiosité mêlée d'appréhension. Les entrées suivantes évoquaient la nécessité de protéger leur investissement, d'assurer un secret absolu. La construction de l'abri était mentionnée, mais pas comme une défense contre une guerre nucléaire, c'était un refuge pour leur travail, quelque chose qu'il fallait garder à l'abri des regards. L'image du grand-père tranquille, pêcheur et conteur de son enfance, s'effritait sous ses yeux. À sa place surgissait un homme impliqué dans une entreprise mystérieuse, clandestine, peut-être dangereuse. Puis vinrent les pages les plus troublantes. La confiance s'y effaçait, remplacée par la peur. John Corrigan écrivait « Les fils se relâchent. Certains parlent trop. C'est croire que nous sommes en sécurité, mais je ne partage pas son optimisme. » Le silence devient lourd. Une autre entrée, datée de l'hiver 1963, lui glaça le sang. Le travail est achevé, mais le silence est plus pesant que jamais. C'est pense que tout est sous contrôle. Je n'en suis pas convaincu. Un secret est une dette, et j'ai peur que celui-ci ne se paye un jour par nos familles. Arthur referma lentement le journal. Sa main tremblait. L'air du bunker paraissait plus épais, presque suffocant. Il avait connu son grand-père comme un homme juste et fort, celui qui lui avait appris la patience des rivières et la décence du travail bien fait. Mais cet homme-là, celui des pages, lui était étranger, inquiet, hanté, porteur d'un fardeau qu'il avait choisi d'enfouir sous un chêne. Arthur était venu dans cette maison pour fuir son propre passé. Et voilà qu'il avait exhumé celui de sa famille. Les 3 jours suivants s'étirèrent dans une étrange torpeur. Le travail physique et dégager les restes du vieux chêne abattu par la tempête devint une bénédiction. Chaque coup de hache, chaque pelletée de terre le ramenait à une réalité simple, la fatigue, la sueur, le bois. Cela calmait son esprit, un temps. Mais sitôt le soir tombait, le silence reprenait ses droits. Et dans ce silence, les mots de son grand-père revenaient, implacables. Arthur relisait sans cesse les passages cryptiques, cherchant à en percer le sens. Que avaient-ils fabriqué, ces 3 hommes? Quelle vérité pouvait justifier tant de peur, tant de silence? Le carnet ne donnait ni réponse claire, ni fin. Seulement des échos d'inquiétude. Dehors, le trou béait toujours au milieu du jardin. Il l'avait recouvert d'une lourde bâche, mais cela ne suffisait pas, la simple idée de cet abri caché sous ses pieds lui donnait la chair de poule. Le calme qu'il avait mis des années à retrouver s'était effondré. La paix qu'il cherchait n'était plus qu'un souvenir. Radar, fidèle entre tous, ne le quittait plus d'une semelle. Il semblait ressentir la tension qui imprégnait la maison. Le chien posait parfois sa tête sur le genou d'Arthur, le regard tourné vers lui avec une sollicitude silencieuse. Comme s'il savait que son maître se tenait désormais sur la frontière fragile entre la vérité et la folie et qu'au-delà de cette trappe, sous les racines de l'ancien chêne, quelque chose attendait encore d'être découvert. Quelque chose que John Corrigan avait voulu taire. Quelque chose que la terre, à présent, semblait vouloir rendre. La visiteuse du matin. Pendant de longues minutes, Radar resta immobile, ses yeux ambrés emplis d'une compréhension silencieuse et d'une tendresse muette. Sa simple présence, solide et apaisante, rappelait à Arthur qu'au moins une chose, dans ce monde bouleversé, demeurait inchangée. Mais au 4e matin, le calme fragile de la maison fut rompu. Radar l'entendit avant tout le reste. Allongé sur le porche, somnolent dans un carré de lumière pâle, il se redressa brusquement. Ses oreilles se dressèrent, pivotant comme de petites antennes. Un grondement sourd, lointain mais de plus en plus distinct, monta de la vallée. L'air tranquille du matin vibra d'une inquiétude nouvelle. Le chien, raide, les muscles tendus, émit un grognement profond qui résonna dans sa poitrine. Arthur sortit de la maison, une tasse de café à moitié vide à la main. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» Il suivit la direction du regard de Radar. Tout au bout de l'allée de gravier, une voiture approchait, sa peinture bleu nuit étincelant sous le soleil.
La silhouette moderne du véhicule tranchait violemment avec le décor rustique et sauvage qui entourait la ferme. Les visiteurs étaient rares. Les visiteurs sans prévenir l'étaient encore plus. Arthur sentit son corps se raidir, l'ancien réflexe du soldat en alerte reprenant instinctivement le dessus. Sa main se posa sur le dos du chien à un ordre silencieux, un signal de retenue. La voiture s'arrêta à distance respectueuse de la maison. Le moteur se tut. Pendant un instant, le silence revint, dense, chargé d'attente. Puis la portière s'ouvrit, et une femme en descendit. Elle devait avoir une trentaine d'années, l'air pratique et réfléchi. Ses cheveux bruns étaient tirés en une queue de cheval nette, et de simples lunettes à monture argentée brillaient sur son nez. Ses bottes de marche, son pantalon sombre et sa veste vert forêt témoignaient d'un esprit prévoyant. Dans sa main, elle tenait une sacoche de cuir usé. Elle resta un moment immobile, observant la maison, les dégâts laissés par la tempête, l'homme et le chien qui la fixaient depuis le porche. Son regard était direct, scrutateur, sans hostilité mais d'une précision presque professionnelle. Puis elle s'avança, d'un pas ferme et mesuré. Le gravier crissait sous ses semelles. Radar grogna plus fort, mais ne bougea pas. Ses yeux, d'un or sombre, ne quittaient pas la silhouette qui approchait. « Arthur Corrigan » demanda-t-elle lorsqu'elle fut à quelques mètres. Sa voix était claire, assurée. « Qui le demande » répondit-il d'un ton sec. « Mon nom est Ayla Vance » dit-elle en s'arrêtant au bas des marches. Ni la froideur de son accueil ni la masse du chien à ses pieds ne semblaient l'intimider. « Je suis chercheuse en histoire. Je crois que nos grands-pères se connaissaient. » Le nom Vance frappa Arthur comme un coup physique. L'ingénieur du journal de son grand-père. Son esprit s'emballa. Ce n'était pas une coïncidence. « Je ne sais rien de tout ça, » répondit-il, la voix dure. « Mon grand-père était fermier. Il vivait tranquille. » Ayla hocha doucement la tête, sans se départir de son calme. « Je comprends pourquoi vous pensez cela. J'ai longtemps cru la même chose du mien. Il était ingénieur, travaillait surtout sur des contrats gouvernementaux. Mais à sa mort, j'ai découvert une boîte pleine de vieux papiers. En les triant, j'ai trouvé le nom de votre grand-père. Et ceci. » Elle ouvrit sa sacoche et en sortit une grande photographie jaunie, protégée dans une pochette plastique. Elle l'attendit. L'image, bien que fanée, demeurait lisible, trois jeunes hommes, debout devant cette même maison, plissant les yeux au soleil, fiers, insouciants, unis par une amitié évidente. Arthur sentit son cœur se contracter, l'un d'eux était le visage jeune et rieur de son propre grand-père, John Corrigan. « Voici Elias Vance, mon grand-père » dit Ayla en désignant l'homme de gauche. « Celui de droite, c'est William Croft. Et au centre, votre grand-père, John. » Arthur resta figé, le regard fixé sur la photo. Les lettres gravées dans le vieux journal lui revinrent en mémoire, V.C. Vance et Croft. Tout concordait. Tout était réel. Les papiers que j'ai trouvés parlent d'un partenariat entre eux, poursuivit Ayla, voyant le changement dans son regard. Et d'un accord privé, signé en 1961. Une clause y figure, elle expire dans moins d'un mois. Arthur leva enfin les yeux vers elle. Quel genre d'accord ? Je n'en connais pas tous les détails, avoua-t-elle. Le langage est obscur. Mais il mentionne un bien commun, un actif qu'ils ont obtenu ensemble. Et cet actif est ici, sur cette propriété. À l'expiration de l'accord, les droits doivent être partagés entre leurs héritiers légaux. C'est-à-dire vous, moi, et l'héritier de la famille Croft. Un long silence tomba. Arthur sentit les pièces du puzzle s'assembler avec une vitesse terrifiante, le projet secret, la coopération entre ces trois hommes, le bunker qu'il avait découvert non pas conçu pour la guerre, mais pour quelque chose de plus intime, plus lourd de sens. Il avait voulu croire que le journal n'était que le délire paranoïaque d'un vieil homme. Mais la présence d'Ayla, sa photographie, et cette histoire d'accord expirant bientôt, en était la preuve vivante. Un secret, se dit-il, est une dette. Et cette dette venait d'arriver à échéance. Son regard glissa du visage d'Ayla vers la bâche qui recouvrait le trou dans son jardin, là où le sol éventré dissimulait encore le vestige d'un passé qu'il aurait préféré ignorer. En lui, le désir d'une vie tranquille se heurtait à une curiosité brûlante, presque douloureuse. Il pouvait la renvoyer, prétendre qu'elle se trompait, continuer sa solitude. Mais il savait que ce serait un mensonge. Et les mensonges finissent toujours par se transformer en prison. Arthur inspira lentement.
L'air du matin était frais, tranchant, mais incapable d'apaiser le tumulte intérieur qui grondait en lui. Radar, sentant la tension changer, se tut enfin. Ses muscles restaient tendus, prêts à défendre si besoin, mais l'ordre de son maître était clair. « Entrez », dit Arthur d'une voix basse et résignée. Ce n'était pas une invitation chaleureuse. Mais c'était une ouverture. Une alliance fragile venait de naître. Les fantômes du passé. L'intérieur de la petite cuisine baignait dans une lumière grise. L'air semblait plus lourd, chargé d'histoires que les murs eux-mêmes semblaient retenir. Sur la table en bois, le vieux journal de John Corrigan reposait, ouvert à une page où l'encre pâlie dessinait encore une écriture nerveuse, presque fébrile. À côté, Ayla avait étalé ses propres documents, des lettres jaunies, une carte fragile du domaine, et une copie de l'accord de 1961. Au centre, la photographie des 3 jeunes hommes régnait comme un totem silencieux. 3 regards pleins d'avenir, inconscients de la tempête qu'ils laisseraient derrière eux. Arthur s'appuya contre le comptoir, les bras croisés, le front plissé. Il avait fini par lui montrer le journal, comprenant qu'il serait vain de le cacher. Chaque mot qu'Ayla lisait confirmait ce qu'il redoutait, tout cela était vrai. Radar, étendu près de la porte, semblait assoupi, mais ses yeux suivaient chacun des gestes de la jeune femme. Il avait accepté sa présence, mais non encore son amitié. Le texte est volontairement flou, murmura Ayla en suivant du doigt une ligne sur l'accord. Bien commun. Entreprise conjointe. Il cache quelque chose. Et cette échéance, c'est un mécanisme juridique, un déclencheur. Quelque chose se passera à la date prévue. Avant qu'Arthur n'ait le temps de répondre, Radar redressa brusquement la tête. Un grondement monta, plus profond, plus menaçant que tout ce qu'Arthur lui avait entendu faire jusque-là. Son poil se hérissa, et il se mit debout d'un seul mouvement fluide. Arthur comprit immédiatement. « Quelqu'un arrive, dit-il, la voix basse, tendue. » Il se posta près de la fenêtre, la main posée sur le dos du chien. Le gravier crissa à nouveau dehors. Une silhouette sombre apparut dans le reflet du verre. Une voiture, un grand SUV noir, remontait lentement l'allée, écrasant les cailloux sous ses pneus. Le véhicule s'immobilisa derrière la berline d'Ayla. Ses vitres teintées renvoyaient le ciel gris et lourd. Son apparence même dégageait une arrogance inquiétante. 2 portières s'ouvrirent. 2 hommes en descendirent. Grands, larges d'épaules, vêtus simplement de vestes noires et de jeans. Leur démarche ne laissait aucun doute, ils n'étaient pas là pour une visite amicale. Arthur sentit le froid du passé revenir, aussi coupant que le métal d'un fusil. La paix qu'il avait cherchée si longtemps venait de voler en éclats. Leur visage était dur, impassible, des hommes qu'on payait pour se taire et intimider. Leur seule présence suffisait à troubler l'air. Puis, la portière arrière s'ouvrit, et un 3e homme descendit du véhicule. Il paraissait dans la quarantaine avancée, grand, d'une élégance calculée à l'extrême. Il portait un manteau de laine gris anthracite, parfaitement ajusté, sur un costume sombre dont les plis impeccables semblaient défier la boue du chemin. Ses souliers, d'un cuir noir brillant, étaient ridiculement inadaptés à ce terrain rustique. Ses cheveux noirs, soigneusement coiffés, brillaient sous la lumière pâle du matin. Son visage, taillé dans le marbre de l'arrogance, portait cette froideur aristocratique qu'ont les hommes convaincus de leur supériorité. Ses yeux, petits et durs, balayaient la propriété avec un dédain tranquille, comme s'il inspectait un bien déjà conquis. Il avançait avec la grâce d'un prédateur sûr de son pouvoir, de ceux qui n'ont jamais entendu le mot non. Ce n'était pas un visiteur, c'était un envahisseur. « Reste à l'intérieur », dit Arthur à Isla d'un ton qui n'admettait aucune réplique. Il ouvrit la porte arrière et sortit sur le perron, Radar à ses côtés, ombre grise et blanche, contenue, prête à bondir. L'homme élégant s'approcha, suivi de ses 2 gardes. Leur démarche était lente, calculée. Ils s'arrêtèrent au bas des marches. Les 2 colosses se déployèrent légèrement derrière leur chef. « Arthur Corrigan », déclara l'inconnu. Ce n'était pas une question. Sa voix était lisse, mesurée, mais sous la surface vibrait une note de fer. « Je m'appelle Julian Croft. Je crois que vous occupez illégalement ma propriété. » Le nom tomba comme une pierre dans l'estomac d'Arthur. Croft. Ce mot, familier et menaçant à la fois, fit remonter de vieilles histoires de famille qu'il avait toujours prises pour des rumeurs. « Cette terre appartient à ma famille depuis plus d'1 siècle, répondit-il, la voix calme, le corps tendu comme un câble d'acier. Vous faites erreur.
Julien esquissa un sourire mince, tranchant, sans la moindre trace de chaleur. Oh, je ne crois pas. Ma famille est un partenaire silencieux de cette petite entreprise depuis très longtemps. Nous avons été patients, observateurs. Nous attendions simplement le moment opportun. Et voyez-vous, les tempêtes ont souvent le don de tout bouleverser, elles déracinent les vieux arbres, dévoilent ce qui aurait dû rester enfoui, et elles attirent des visiteurs inattendus. Son regard glissa vers la berline d'Isla. Il semble que l'échéance rende tout le monde nerveux à l'idée de venir réclamer son dû. Ces mots confirmèrent ce qu'Arthur redoutait, cette visite n'avait rien d'un hasard. C'était un mouvement calculé, préparé de longue date. Quelles que soient les affaires de nos grands-pères, elles appartiennent au passé, répliqua Arthur. Julien eut un bref rire sec. Le passé, monsieur Corrigan, n'est jamais passé. C'est un investissement, et celui de ma famille arrive à maturité. La douceur feinte de sa voix se mua en une dureté glaciale. J'en ai assez d'attendre. Vous allez vous écarter et nous laisser examiner ce que vous cachez ici. Nous pouvons faire cela de la manière simple, ou de la manière difficile. Il fit un léger signe de tête. Les deux hommes derrière lui s'avancèrent, déterminés. Ils n'atteignirent jamais la première marche. Dans un éclair, Radar bondit. Il ne jappa pas, le son qui jaillit de sa gorge fut bien plus terrifiant, un grondement profond, viscéral, l'expression pure et primitive de la violence imminente. Ses babines se retroussèrent, dévoilant une rangée de crocs d'une blancheur éclatante. Son corps tout entier, tendu comme un ressort, vibrait d'une énergie prête à déchirer. Ce n'était plus un compagnon, c'était une arme vivante. Les deux colosses se figèrent net. Ils avaient vu des menaces, ils savaient jauger les risques, mais la promesse silencieuse de mort dans la posture du chien dépassait tout ce qu'ils avaient anticipé. Leur regard se croisa, incertain. Un berger allemand de cette taille, dressé à l'attaque, n'était pas un obstacle, c'était une blessure garantie. Julian Croft, pour la première fois, perdit un fragment de son assurance. Son sourire d'aristocrate s'effaça, dans ses yeux glacés passa une lueur de surprise mêlée à une colère contenue. Il avait prévu d'intimider un vieil homme reclus, pas de se heurter à un ancien soldat accompagné d'un chien de guerre. Il se reprit aussitôt, rajustant son manteau d'un geste crispé. Un chien, lança-t-il d'un ton moqueur, mais sans conviction. Vous pensez qu'un chien va m'arrêter? Il recula d'un pas, signe clair à ses hommes de se retirer pour le moment. Puis il planta ses yeux dans ceux d'Arthur, son regard n'était plus celui d'un homme sûr de lui, mais d'un serpent blessé. Cela ne change rien. Vous ne pouvez pas vous cacher ici éternellement. Je sais ce qui repose sous vos pieds, bien mieux que vous et votre petite historienne. Ce qui est enterré ici appartient au Croft. Cela a toujours appartenu au Croft. Sa voix monta d'un cran, empoisonnée de rage. Je reviendrai, et la prochaine fois, je ne serai pas aussi poli. Profitez bien de votre chien, pendant qu'il est encore en vie. D'un dernier regard plein de mépris, il fit volte-face et regagna le SUV, ses hommes sur les talons. La portière claqua, le moteur rugit, et le véhicule s'éloigna en laissant de profondes ornières dans le gravier détrempé. Arthur resta immobile sur le perron, le cœur battant à tout rompre. Ce n'est qu'une fois le bruit du moteur disparu qu'il laissa échapper un long soupir et posa une main sur la tête de Radar. Le chien demeurait tendu, mais son grondement décroissait, redevenant un simple souffle. La porte derrière lui s'ouvrit en grinçant, Isla sortit, le visage pâle, les yeux agrandis par la peur. Le mystère du journal venait de cesser d'être une recherche académique, il avait pris corps, une menace tangible et glacée. Il ne se contentait plus d'assembler les fragments d'un passé obscur, il se retrouvait en guerre contre lui. Et désormais, il connaissait le nom de leur ennemi. Le silence qui retomba après la disparition du SUV était plus lourd que jamais. Ce n'était plus la quiétude de la campagne, c'était une chape de tension, dense, presque vibrante. La menace avait un visage, une voix, un regard de prédateur. Arthur demeura un long moment sur le perron, la main toujours posée sur Radar, suivant du regard la route vide. Le souffle régulier du chien était devenu son seul repère dans un monde soudain basculé. Isla vint se tenir à côté de lui, les bras serrés contre son corps comme pour repousser un froid invisible. Son visage, qui quelques heures plus tôt brillait encore de l'excitation de la découverte, était désormais blême, marqué par l'inquiétude. « Je suis désolé, murmura-t-elle. Je ne pensais pas. Je ne savais pas que ce serait si grave. Je croyais que nous ne faisions que déchiffrer un vieux document légal. » Arthur ne détourna pas les yeux du chemin désert.
Il savait que tu étais ici, dit-il lentement. Et il savait pour la tempête. Il a dit que sa famille observait cet endroit depuis longtemps. Ces mots résonnèrent comme un glas. L'isolement qu'il avait toujours considéré comme une protection s'était transformé en faiblesse. À force de vouloir se couper du monde, il s'était exposé, une cible solitaire sous le regard patient d'ennemis invisibles. Ancien soldat, Arthur connaissait la valeur d'une menace et celle-ci était réelle. Ils rentrèrent à l'intérieur. Les papiers éparpillés sur la table, quelques heures plus tôt simples artefacts d'un autre siècle, semblaient à présent des pièces d'un puzzle dangereux. Leurs contours prenaient un relief inquiétant, chaque mot, chaque signature cachait peut-être une clé, ou un piège. L'atmosphère changea du tout au tout. Il n'était plus un historien et un vieil homme à la retraite, ils étaient des alliés retranchés dans une maison assiégée. Ce qu'il a dit n'était pas une menace en l'air, murmura Arthur en verrouillant la porte. Les hommes comme lui ne bluffent pas. Il reviendra, mieux préparé. Et quoi qu'il y ait dans ce bunker, il est prêt à tout pour le récupérer. Isla hocha la tête, le regard déterminé. Alors, il faut comprendre ce que c'est, avant lui. Arthur acquiesça. Il en sait plus que nous. On doit combler ce retard. Leur détermination se transforma en une énergie fébrile. Pendant des heures, ils travaillèrent sans relâche, penchés sur les journaux de John Corrigan, sur l'acte de partenariat, sur les cartes jaunies. Arthur, avec son esprit de stratège, cherchait les indices de danger, les schémas de manipulation. Isla, avec son regard d'historienne, traquait les liens cachés, les mots qui trahissaient une intention ou un secret. Radar, fidèle sentinelle, reposait sous la table, son calme pesant comme une promesse silencieuse de protection. Il savait que le journal détenait la clé. À la première lecture, les passages de John Corrigan leur avaient semblé énigmatiques mais anodins. Maintenant, éclairés par la menace Croft, chaque ligne vibrait d'une inquiétude nouvelle. Les notes du vieil homme n'étaient plus de simples pensées, c'étaient des avertissements. Isla fit glisser un doigt sur une page de 1962. « Écoute, dit-elle doucement. C'est devient plus exigeant. Il parle du projet non comme d'un partenariat, mais comme d'un héritage. Il a une fin que ni V ni moi ne partageons. » Elle leva les yeux vers Arthur. Il avait peur de William Croft. Ce n'était pas une collaboration, c'était une prédation. Arthur hocha lentement la tête. Et dans le silence tendu de la maison, une chose devint claire, ce qu'ils avaient découvert n'était pas un simple secret enfoui dans la terre. C'était une lutte commencée il y a des générations, et la tempête n'avait fait que réveiller le monstre endormi. Arthur resta un instant silencieux, le regard perdu dans le vide. « Je crains que son ambition ne soit la cause de notre perte à tous, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Isla. Il parlait de son grand-père, cet homme solide, inébranlable, que rien ne semblait pouvoir effrayer. Il fallait beaucoup pour ébranler un homme comme lui. Et pourtant, il y avait dans ses écrits, dans ses silences même, quelque chose qui ressemblait à de la peur. Peut-être que ce n'était pas la peur, suggéra doucement Isla. Peut-être que c'était de la prudence. Peut-être qu'il savait qu'il avait passé un accord avec un requin, et qu'il s'est créé une forme d'assurance. Les mots résonnèrent comme une étincelle dans l'esprit d'Arthur. Il se pencha aussitôt sur le vieux journal posé devant lui, le rouvrit, et se mit à feuilleter les pages avec fébrilité non pas pour lire les entrées, mais pour examiner les marges, les traces, les détails auxquels il n'avait pas prêté attention la première fois. Quand j'ai lu ce journal pour la première fois, dit-il, j'avais remarqué des symboles dans les marges. Je pensais que c'étaient des griffonnages ou des calculs sans importance. Il montra à Isla une série de notes datées du printemps 1963, l'époque précise où la construction du bunker aurait été achevée. À côté de 3 paragraphes, il y avait des chiffres écrits avec une main ferme et ordonnée. 24 N, 8 6 S, 1 watt 12 watts, 5 N. Je les ai vus aussi, dit Isla, se penchant pour mieux regarder. J'ai supposé que c'étaient des références bibliques, ou des mesures agricoles. Rien de cohérent, en tout cas. Non, répliqua Arthur, son ton se durcissant. Ce ne sont pas des versets. Dans l'armée, on utilise ce type de repère pour tout. Ce sont des coordonnées nord, sud, est, ouest. Il regarda la première série, 24 nord, 8 est. Un frisson parcourut son dos. On dirait une référence de grille. Isla attrapa une vieille carte de la propriété, la déroula sur la table. Mais les chiffres étaient trop grands, une telle grille couvrirait la moitié du comté. Et si la grille n'était pas celle du terrain?
murmura Arthur, réfléchissant à voix haute. Et si, la grille, c'était le bunker lui-même? Le silence tomba, chargé de sens. L'idée était terrifiante, mais elle collait parfaitement. Le bunker, un espace rectangulaire clos, mesurable, précis. Une grille miniature où chaque pied, chaque mur, pouvait correspondre à un repère. Rapidement, ils établirent une théorie. Les lettres représentaient les directions cardinales, et les chiffres, des distances en pieds, depuis un coin ou depuis le sol. C'était un code simple, pratique, le genre de système qu'un homme comme John Corrigan aurait imaginé. L'excitation les gagna. Isla griffonna un schéma sommaire du bunker sur son carnet. D'accord, première série, 24 nord, 8 est, dit-elle, son stylo suspendu au-dessus du papier. Le bunker mesure environ 30 pieds du nord au sud, répondit Arthur. Donc 24 pieds depuis l'angle sud, le long du mur nord, et 8 pieds de hauteur depuis le sol. Ils tracèrent le deuxième point, 6S, 1 watt 6 pieds depuis l'angle nord, 1 pied au-dessus du plancher. Puis le troisième, 12 watts, 5N 12 pieds depuis le coin et 5 pieds de hauteur. Les points semblaient aléatoires, dispersés sur 3 murs différents. Ce n'est pas un emplacement, dit Arthur avec irritation. Juste 3 marques sans rapport. Isla fronça les sourcils, tapotant son crayon contre la feuille. Radar, le chien, sentit la tension et posa sa tête sur le genou d'Arthur. Ce dernier, machinalement, caressa son pelage gris et blanc, sans détacher son regard du schéma. Puis Isla se redressa, les yeux brillants. Arthur, ton grand-père, c'était un fermier, mais aussi un charpentier, n'est-ce pas? Oui, répondit-il lentement. Il a bâti la maison de ses mains avant de reprendre la ferme. Alors un charpentier ne marque pas des points au hasard, dit-elle, sa voix vibrant d'une excitation nouvelle. Il mesure. Et s'il ne s'agissait pas de 3 points séparés, mais d'un seul, mesuré depuis 3 repères différents? Une triangulation, Arthur. La logique était audacieuse, mais irrésistible. Ils redessinèrent le plan, cette fois en interprétant les mesures comme convergeant vers un seul endroit. Peu à peu, leurs lignes tracées au crayon se rejoignirent jusqu'à se croiser tout en un point précis. C'était sur le mur ouest. Un PAN de béton nu, sans étagère, sans fissure, sans marque particulière. Un endroit parfaitement anonyme et justement pour cela, suspect. Il y a quelque chose dans ce mur, souffla Arthur. Le journal n'était donc pas qu'un simple carnet de souvenirs. Son grand-père avait bâti un secret dans son secret, une ultime protection contre ce qu'il craignait tant. Mais la satisfaction de la découverte s'effaça aussitôt. Car une ombre planait toujours, Julian Croft. Et Julian allait revenir. Arthur sentit l'urgence revenir comme une lame de fond. Le temps jouait contre eux. On y va. Maintenant, ordonna-t-il. Il quitta la table d'un pas décidé, Isla sur ses talons, attrapant une lampe torche puissante dans sa besace. Avant de sortir, Arthur passa par son atelier ce sanctuaire d'ordre et de précision. Il ignora les outils délicatement rangés et alla droit au mur du fond, où étaient suspendus les instruments lourds. Ses doigts se refermèrent sur le manche poli d'une masse de 12 livres. Le bois, usé par les années, était doux sous sa paume. Il sentit son poids, solide, définitif. Une arme contre le silence. Et ce silence, il allait le briser. Radar les suivit, silencieux et tendu. Le soldat, l'historienne et le gardien descendirent ensemble vers le gouffre du jardin là où dormait le bunker, ventre de béton vieux de 60 ans. Cette fois, la descente fut différente. La première fois, ils exploraient un mystère. Maintenant, c'était une mission. L'air froid et poussiéreux n'avait plus rien d'effrayant, il vibrait d'une énergie nouvelle, d'un secret prêt à être révélé. Isla dirigea le faisceau de la lampe sur le mur ouest, pendant qu'Arthur mesurait méthodiquement la distance depuis les coins. Le point exact qu'ils avaient identifié était une surface grise, lisse, dure. Arthur posa sa main dessus, c'était rugueux et glacé. Il frappa de ses jointures. Le son fut mat, uniforme, aucun écho, aucune cavité. C'est solide, dit-il, le ton désabusé. Ça ne peut pas être une erreur, protesta Isla. Les mesures étaient parfaites. Elle appuya son oreille contre le mur, cherchant le moindre son, le plus faible courant d'air. Rien. Seulement le silence dense du béton et de la terre. Une minute s'écoula, puis 2. L'excitation céda la place au doute.
Et si le code n'avait été qu'une fausse piste? Et si John Corrigan avait volontairement brouillé les traces? C'est alors que Radar bougea. Jusqu'ici immobile, il s'approcha du mur, museau collé à la surface, et se mit à suivre lentement la ligne de béton, pas à pas, comme s'il traquait quelque chose. Ses griffes cliquetaient doucement sur le sol. Il reniflait avec intensité, concentré, le poil hérissé d'attention. Il passa devant l'endroit qu'ils examinaient, puis revint. Cette fois, il s'arrêta net, posa sa truffe contre le mur, renifla longuement, puis gratta. Un son sec, déterminé. Pas frénétique. Délibéré. Arthur le regarda, et un frisson de certitude le parcourut. Il avait déjà vu ce comportement autrefois, à Fallujah. Les chiens dressés pour détecter l'indétectable, sentir ce qu'aucune machine ne pouvait capter. Il comprit aussitôt. Radar venait de confirmer ce que la logique humaine ne pouvait prouver. Quelque chose, là-dessous, attendait d'être découvert. Arthur serra le manche de la masse. Le secret, enfoui depuis 6 décennies, allait enfin voir la lumière. Et au-dessus d'eux, quelque part dans la nuit, Julian Croft avançait déjà vers la maison. L'odeur de cuir huilé, emprisonnée des décennies dans un espace clos et sans air, persistait encore à peine perceptible pour un humain, mais pour un berger allemand au flair 1000 fois plus affûté, elle devenait un signal lumineux, un appel à travers le temps. Il l'a trouvé, dit Arthur, la voix vibrante d'une conviction renouvelée. Il posa une main sur le dos de Radar. Bon garçon. C'est assez. Puis, tendant sa lampe à Isla. Tiens-la bien. Ne bouge pas. Il prit place face au mur, le lourd marteau de démolition entre les mains, comme une prolongation de son propre corps. Ses pieds solidement ancrés, son torse tendu, il inspira profondément. Le geste qui suivit avait la précision d'un soldat aguerri. Le premier coup retentit dans la petite pièce comme une explosion, un fracas sourd qui fit vibrer les murs et résonna jusque dans leurs os. Une toile de fissure s'étendit sur la surface du béton, mais le mur tint bon. De la poussière s'éleva en un nuage opaque. Arthur frappa encore, et encore, y versant sa colère, sa fatigue, et toutes les vérités refoulées de son passé. La sueur coulait sur son front, ses muscles hurlaient, mais il ne s'arrêta pas. Ce qui l'abattait n'était pas qu'un mur, c'étaient des mensonges, des générations d'omissions et de secrets. Au 10e coup, un son différent éclata, un craquement creux, presque un soupir. Le marteau avait percé quelque chose, une cavité dissimulée derrière la paroi. C'est là, souffla Isla, la gorge serrée. Arthur continua, déterminé, élargissant l'ouverture avec ses mains nues, arrachant morceaux de béton et tiges d'acier rouillées jusqu'à ce que l'espace soit assez large pour y passer un bras. Il saisit la lampe, en dirigea le faisceau à l'intérieur. Un petit compartiment, soigneusement construit, s'offrit à leurs yeux. Les parois étaient tapissées de bois enduit de goudron, étanche, sombre. Au centre reposait une forme rectangulaire, massive, silencieuse. Le cœur battant, Arthur glissa sa main à l'intérieur. Ses doigts rencontrèrent du cuir épais et froid. Il tira lentement. Une mallette. Solide. Ancienne. Elle était faite d'un cuir brun profond, patiné par le temps. Les coins, renforcés de laiton, étaient ternis de vert de gris, mais intacts. Elle pesait lourd bien plus qu'un simple étui à documents. Ce poids, c'était celui des secrets, celui du passé. Arthur la posa sur le bureau, dans le faisceau de la lampe d'Isla. Autour d'eux, la poussière tourbillonnait, suspendue dans l'air comme des esprits éveillés par la découverte. Radar, silencieux, s'assit à leur côté. Ils restèrent là, immobiles, à contempler la mallette. La quête s'achevait ici, ils venaient de retrouver la dernière pièce du puzzle, le secret que le grand-père d'Arthur avait enterré si profondément. Ils remontèrent du bunker et déposèrent la mallette sur la grande table en chêne de la cuisine. Le bois ancien semblait absorber son poids, comme s'il reconnaissait ce fardeau. Le monde, dehors, continuait paisiblement. Le soleil jouait dans les pins, le vent faisait chanter les feuilles. Mais à l'intérieur, l'air était dense, chargé de 60 années de silence. Personne n'osait bouger. Ouvrir cette mallette, c'était franchir une frontière. Une fois la vérité dévoilée, il n'y aurait pas de retour possible. Radar se coucha aux pieds d'Arthur, son flanc chaud contre sa jambe, comme pour lui rappeler qu'il n'était pas seul. Arthur inspira longuement, puis saisit les loquets de laiton terni. Ils étaient bloqués par le temps. Il prit un tournevis dans un tiroir et, d'un geste ferme,
les fit sauter. Les clics métalliques résonnèrent dans le silence comme des coups de tonnerre étouffés. Il souleva le couvercle. Une odeur s'en échappa, celle du papier ancien, mêlée à la note chimique et sèche de l'acétate, le parfum discret des souvenirs préservés. À l'intérieur, tout était rangé avec un soin méticuleux. Au-dessus reposait une chemise cartonnée, liée par une simple ficelle. En dessous, dans un compartiment creusé dans la doublure, un boîtier de carton contenait une bande magnétique, un enregistrement audio, bobine de 7 pouces, soigneusement conservée. Isla, la première, s'empara de la chemise. Ses mains, d'ordinaire si sûres, tremblaient légèrement. Elle défit la ficelle et écarta les feuillets. Mon Dieu! Les mots s'échappèrent comme un souffle. Les pages, jaunies mais intactes, portaient des cachets officiels. Des documents notariés des années 1950. Des certificats d'action d'entreprises inconnues, des titres de propriété, et même des relevés d'un compte numéroté dans une banque de Zurich. Arthur pencha la tête, stupéfait. Les montants étaient vertigineux et une fortune colossale, bien au-delà de ce qu'auraient pu posséder quelques associés de petites villes. Mais ce n'était pas le plus troublant. Sur chaque document figurait un seul nom. Matteo Reyes. Arthur répéta lentement. Qui est Matteo Reyes? Le nom sonnait étranger, presque irréel. Isla fronça les sourcils. Je n'ai jamais vu ce nom dans aucun des papiers de ton grand-père. Pas une seule fois. Ils s'échangèrent un regard lourd de sens. Le trésor qu'ils avaient mis au jour n'appartenait à aucun des hommes qu'ils croyaient connaître. Il appartenait à un fantôme. Leur attention se porta ensuite sur la bobine. Le boîtier était vierge, hormis une inscription manuscrite, fine et hésitante, octobre 1963. On peut écouter ça, demanda Isla, les yeux rivés sur l'objet. Arthur resta un instant pensif, puis son regard s'éclaira. Le poste radio, dans le bunker. Ce n'est pas qu'un émetteur, il a une fonction d'enregistrement et de lecture. Ils laissèrent les documents sur la table et redescendirent dans le froid humide du sous-sol. Le poste radio, massif et poussiéreux, trônait sur le bureau. C'était un ancien modèle militaire, robuste et immuable. Arthur actionna l'interrupteur. Après un instant d'attente, une faible lueur orangée s'alluma sur le panneau. Avec une infinie précaution, ils enfilèrent la bande sur les galets de métal. Puis Arthur appuya sur play. Un souffle, un crachotement, un grésillement d'électricité vieille de plusieurs décennies emplirent la pièce. Long silence. Puis une voix surgit fragile, éraillée, tremblante. Celle d'un vieil homme. Est-ce que, ça marche? Alta-t-il. Un bruit de papier froissé. Une toux. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois le dire, pour mon âme. Isla porta une main à sa bouche, les yeux écarquillés. C'est lui, murmura-t-elle. Mon grand-père. Elias Vance. Arthur sentit un frisson lui parcourir la nuque. Sur la bande, la voix reprit, entrecoupée de parasites. Ce n'était pas censé se passer ainsi. Nous étions 4, John, William, Matteo et moi. Matteo, il était le génie. Il voyait ce que personne d'autre ne voyait, les investissements, les projets, l'avenir. C'était lui le cerveau. Il nous faisait confiance. Il disait que nous étions ses frères. Le son s'interrompit, puis revint, plus net, chargé d'une douleur insondable. Mais la cupidité? William Croft a tout détruit. Il voulait tout. Il disait que Matteo n'était qu'un étranger, qu'il ne méritait rien. Il nous a convaincus. John a résisté, il ne voulait pas, mais il était faible. Et moi, que Dieu me pardonne, j'étais plus faible encore. Arthur sentit le sang se retirer de son visage. L'image noble et droite de son grand-père s'effritait, remplacée par celle d'un homme complice, accablé de remords. La voix d'Elias, brisée par les sanglots, continua. L'altercation dans les bois, on lui a dit qu'on devait déplacer les papiers, les mettre à l'abri. Il nous a cru. William avait une arme, c'est arrivé si vite. John est resté figé. Et moi, je n'ai rien fait. Un silence lourd tomba, interrompu seulement par le chuintement de la bande. Nous avons tout pris. Tout ce qu'il avait bâti. Sa vie, son œuvre. Nous avons dit qu'il avait fui, qu'il avait emporté l'argent. Mais nous l'avons enterré là où personne ne le trouverait jamais. Arthur chancela. Isla,
blême, resta muette. La voix du vieil homme revint une dernière fois, faible, à peine audible à travers le souffle du magnétophone. Nous avons bâti nos vies sur cet argent, sur ce péché. Mais c'est un poison. Le grésillement s'intensifia, puis plus rien. Le silence du bunker sembla engloutir tout le reste, le passé, la honte, les certitudes. Arthur resta immobile, les yeux fixés sur la bande arrêtée. Ses poings tremblaient. 60 ans de mensonges venaient de s'effondrer en quelques minutes. Radar gémit doucement, posant la tête sur les genoux de son maître. Isla, d'une voix presque inaudible, dit. Il n'a pas cherché à se justifier. Il a juste voulu avouer. Arthur hocha la tête, les yeux humides. Et maintenant, il nous laisse le fardeau de savoir. Dehors, le vent fit grincer les volets. Le monde continuait, indifférent. Mais dans le cœur d'Arthur Corrigan, une ère venait de s'achever. La vérité, enfin mise à nu, avait un goût amer comme la poussière d'un mur abattu. Et dans la lumière tremblante du bunker, la bande immobile semblait chuchoter encore. Certains secrets dorment mieux sous la terre, mais tôt ou tard, la terre parle. Le ruban tournait encore, grinçant faiblement, puis s'arrêta. Le souffle continu qui emplissait la pièce s'éteignit, et le silence retomba comme une chape de plomb. Dans le bunker, il ne restait plus que le martèlement désordonné du cœur d'Arthur. Les mots qu'il venait d'entendre semblaient flotter encore dans l'air, lourds, irréversibles, dévastateurs. Il s'appelait Matteo Reyes. Il était notre associé. Notre ami. Et nous l'avons tué. Cette confession, arrachée au passé, avait brisé le dernier mur de mensonges. Isla sanglotait ouvertement, ses larmes coulant sans bruit sur son visage. Ses mains tremblaient, couvrant sa bouche pour étouffer les gémissements qui montaient de sa poitrine. Son grand-père, cet homme qu'elle avait toujours vu comme un modèle de droiture et de calme, venait de tomber de son piédestal. Un lâche. Un meurtrier. Pour Arthur, la douleur n'était pas une brûlure, mais une lame glacée qui s'enfonçait lentement dans son ventre. Chaque souvenir de son propre grand-père s'effondrait sous le poids de cette révélation. La maison qu'il habitait, la terre qu'il cultivait, tout ce qu'il croyait être l'héritage d'une vie honnête n'était en réalité que le fruit pourri d'une trahison. Il avait cru fuir la violence des hommes pour trouver la paix, mais c'était une autre forme de guerre qui l'attendait ici, une guerre intérieure, intime, impitoyable. Pris de vertige, il recula jusqu'à heurter le mur glacé du bunker. Ses jambes cédèrent, et il glissa lentement au sol, la tête entre les mains. Les mots du vieil enregistrement résonnaient encore dans sa tête comme une prière damnée. Puis, quelque chose de chaud et d'humide toucha son bras. Radar, son fidèle compagnon, le regardait avec ses yeux ambrés pleins d'inquiétude. Le chien gémit doucement avant de se mettre à lécher les larmes qu'Arthur n'avait même pas senti couler. Dans ce moment suspendu, l'amour simple et pur de l'animal devint la seule chose propre dans cette pièce souillée par le mensonge. Radar ne comprenait ni la faute, ni la trahison, ni le poids du passé. Il ne connaissait qu'une vérité, son maître souffrait, et il devait rester près de lui. Sa loyauté silencieuse éclipsait toutes les trahisons humaines. Arthur enfouit son visage dans la fourrure grise du chien, l'enlaçant comme un naufragé s'accroche à un morceau d'épave. Il comprit alors que l'héritage qu'il avait reçu n'était pas une bénédiction, mais une malédiction. Et son poids menaçait de l'écraser. Quand ils remontèrent enfin à la surface, la lumière du jour les éblouit. Le soleil brillait, indifférent à leur drame. Pourtant, ni la chaleur, ni la clarté de l'après-midi ne purent dissoudre le froid qui s'était installé en eux. Ce froid-là venait de la vérité. Ils s'assirent dans la cuisine, face à face, les documents étalés sur la table comme des preuves d'un crime ancien. Le silence entre eux était lourd, absolu, habité par les fantômes de 3 hommes morts et d'une victime qu'ils avaient façonnée. Arthur fixait le mur sans le voir. Isla sanglotait encore doucement, le visage enfoui dans ses mains. Radar, infatigable gardien, allait et venait entre eux. Il posa son museau contre la main d'Isla, puis revint auprès d'Arthur, posant sa grande tête sur sa cuisse. Ce geste simple, répété, maintenait Arthur ancré à la réalité. Il avait vu la mort, le sang, la peur, il connaissait les horreurs de la guerre. Mais ce qu'il ressentait maintenant était différent, une souillure intime, une blessure que rien ne pourrait effacer. Cette fois, la violence venait de l'intérieur de sa propre lignée. Un bruit à la porte les fit sursauter. Ce n'était pas le coup sec et autoritaire d'un intrus, mais un toc-toc hésitant, presque timide. Radar redressa la tête, un grondement léger roulant dans sa gorge,
plus par réflexe que par menace. Arthur se leva lentement, le dos raide, et jeta un œil par la petite fenêtre. Sur le perron, se tenait une femme âgée. Son visage ne lui était pas totalement étranger, sans qu'il puisse dire pourquoi. Il ouvrit la porte. La visiteuse paraissait frêle, mais sa posture était droite, presque noble. Ses cheveux d'argent, tirés en un chignon simple, révélaient un visage fin parcouru de rides profondes, non pas celles du chagrin, mais celles de la sagesse. Ses yeux sombres, calmes, brillaient d'une tristesse ancienne, comme si elle portait le deuil du monde entier. Elle tenait dans ses mains un petit panier d'osier rempli d'herbes fraîchement cueillies. « Monsieur Corrigan, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Pardonnez-moi de vous déranger. Je ne suis pas venu par curiosité, mais parce que, j'ai vu des choses ces derniers jours qui troublent mon sommeil. » Arthur resta muet. Les mots se refusaient à lui. Radar, pourtant, s'était apaisé, il sentait que cette femme n'était pas une ennemie. Elle poursuivit. J'ai vu le grand chêne tomber pendant la tempête. C'était un jour triste, cet arbre avait vu plus de saisons que nous tous réunis. Puis j'ai vu arriver une voiture, avec une femme que je ne connaissais pas. Ensuite, une autre voiture, noire, avec des hommes qui n'avaient rien à faire ici. Et je vous ai vu, monsieur Corrigan, aller et venir du trou laissé par l'arbre. Sa voix se fit presque chuchotement. J'habite cette terre depuis ma naissance. Et je l'observe depuis très longtemps. J'attendais un signe. Un signe que le sol était enfin prêt à rendre ses morts. Un frisson remonta le long de la nuque d'Arthur. Ces mots étaient à la fois poétiques et terrifiants. Mon nom est Sophia Reyes, dit-elle enfin, en plongeant son regard dans le sien. Mon grand-père s'appelait Matteo Reyes. Le nom tomba entre eux comme un coup de tonnerre. Arthur chancela, le souffle coupé. Il ouvrit la porte en grand, incapable de prononcer un mot. Sophia entra lentement, ses pas légers sur le plancher. Son regard s'arrêta sur la table où reposaient le vieux attaché-caisse et les documents éparpillés. En les voyant, une douleur profonde se peignit sur son visage, non pas la surprise de la découverte, mais la souffrance de la confirmation. « Vous savez, murmura-t-elle. Isla hocha simplement la tête, les yeux rougis. Sophia s'assit avec lenteur, comme si sa place à cette table avait toujours été réservée. « Je ne vous demanderai pas d'imaginer ce que c'est, dit-elle, de grandir avec un nom sali. » Sa voix, d'abord tremblante, se raffermit au fil des mots. L'histoire officielle disait que mon grand-père, Matteo Reyes, avait volé une grande somme d'argent à ses associés vos grands-pères avant de disparaître, abandonnant femme et enfants. C'est ainsi qu'on parlait de lui, un traître, un étranger malhonnête. Elle fit une pause, son regard se perdant dans le vide. Mais c'était un mensonge. Matteo n'était pas un voleur. C'était un homme brillant. Il était venu d'Espagne avec rien d'autre que ses mains et une intelligence rare. Il croyait à ce pays, à son rêve. Il a travaillé dur, il a tout bâti de ses propres forces. Il a vu des richesses là où d'autres ne voyaient que des champs et des pins. Et il a partagé sa fortune avec ceux qu'il appelait ses frères. Ses doigts tremblants effleurèrent un vieux certificat boursier sur la table. Il leur faisait confiance. Pour lui, cette association était la preuve qu'il avait été accepté, qu'il appartenait enfin à ce pays. Mais après sa disparition, il n'est resté de lui qu'un fantôme, une légende honteuse qu'on racontait aux enfants. Sa voix se brisa un instant, puis reprit, plus douce. Toute ma vie, j'ai cherché à comprendre. À laver son nom. À trouver la vérité. Ces mots emplissaient la pièce d'une gravité presque sacrée. Matteo Reyes n'était plus un nom sur un enregistrement. Il devenait un homme de chair et de sang, un époux, un père, un rêveur trahi. Arthur écoutait, bouleversé. Devant lui, la confession de son grand-père cessait d'être une relique du passé pour devenir un serment brisé, un crime vivant. Et soudain, il sut. Il comprit que cette histoire n'était plus seulement celle d'un héritage maudit. Ce n'était plus une affaire de bien ou de honte familiale. C'était une dette d'honneur. 60 ans plus tôt, John Corrigan avait choisi le silence, la lâcheté, la complicité. Arthur, lui, ne pouvait pas choisir l'oubli. Le chagrin qui l'avait paralysé dans le bunker se mua en quelque chose de plus dur, de plus précis, une résolution. Celle qu'il connaissait autrefois, sur les champs de bataille. Le soldat qu'il avait été se redressait. Non pour combattre un ennemi armé, mais pour affronter le poids d'un nom. Pour la première fois depuis des jours, Arthur sentit la clarté revenir dans son esprit.
Son regard croisa celui de Sofia Reyes et, dans ce silence, une promesse passa entre eux. Il réparerait ce qui avait été détruit. Il rendrait à Mateo Reyes sa vérité. Et il rendrait à son propre nom quelque chose qui ressemblait à la paix. Arthur n'était plus seulement un homme retiré du monde. Il était redevenu un soldat, un protecteur, un gardien investi d'une mission. Sa tâche était claire, sans la moindre ambiguïté, protéger Sofia, protéger les preuves, et veiller à ce qu'une justice, retardée depuis 60 ans, soit enfin rendue. Il reviendra, dit-il d'une voix calme, mais si ferme qu'elle imposa aussitôt le silence. Isla et Sofia le fixèrent, stupéfaites. Ce n'était plus l'homme fatigué qu'elle connaissait, mais un chef. Croft n'est pas du genre à renoncer. Il reviendra. Et il sera prêt à se battre. Alors, nous devons l'être aussi. Ses réflexes de militaire, longtemps assoupis, reprirent le dessus. Il se remit à penser en termes de stratégie et de tactique. Le réseau est instable ici, dit-il. Je dois passer un appel, mais pas depuis la maison. Il se tourna vers les deux femmes, leur visage blême dans la lumière mourante du jour. Verrouillez toutes les portes derrière moi. N'ouvrez à personne. Radar reste avec vous. Le chien, sentant le changement dans la voix de son maître, se leva aussitôt, se plaçant entre Arthur et les femmes comme un mur vivant, silencieux, prêt à défendre. Arthur démarra son vieux pick-up, roulant avec une maîtrise glaciale, les yeux fouillant chaque recoin de la route. À 1 mille de là, sur la crête, son téléphone capta enfin un signal. Il composa un numéro qu'il connaissait par cœur. Carter? Art Corrigan. Lança une voix grave au second appel. Ça fait un bail. Tout va bien, là-bas, dans ta forêt? Le shérif Ben Carter, massif et calme, était un ancien frère d'armes. Ils avaient partagé le bruit des hélicoptères et la poussière des routes d'Afghanistan avant de revenir au Maine pour chercher la paix. Ils parlaient rarement, mais leur lien ne s'était jamais rompu. Pas vraiment, Ben, répondit Arthur. J'ai des ennuis. Un homme nommé Julian Croft. C'est long à expliquer, et je n'ai pas le temps. J'ai besoin que tu viennes chez moi, mais il faut que tu choisisses bien ton moment. Dis-moi ce que tu veux. La voix de Carter s'était durcie. Dans exactement 2 heures, toi et 2 de tes adjoints, soyez à l'entrée de mon chemin. N'approchez pas tout de suite de la maison. Attendez. Si je ne t'appelle pas d'ici là pour dire que c'est une fausse alerte, entrez. Et entrez armés. Un bref silence. Puis la réponse, simple et loyale. Reçu, à 2 heures. Arthur raccrocha. Le compte à rebours venait de commencer. De retour à la maison, il entra d'un pas décidé dans la cuisine. Il faut mettre ça en sécurité, dit-il en désignant la mallette. Croft ira droit au bunker. C'est la première chose qu'il fouillera. Ensemble, ils replacèrent soigneusement les documents et la cassette à l'intérieur du coffret étanche. Ces objets avaient désormais la valeur d'un serment sacré. Arthur le prit, non pour le descendre au bunker, mais pour le dissimuler ailleurs dans un petit garde-manger attenant à la cuisine. Là, il souleva une planche disjointe sous une étagère de conserve, un ancien cache que son grand-père utilisait peut-être pour planquer son whisky, et y glissa la mallette avant de replacer le bois. Ce n'était pas parfait, mais cela leur ferait gagner du temps. Puis il se rendit dans son bureau. La clé tourna dans la serrure d'un vieux meuble de chêne. Il en sortit son fusil de chasse, un Mossberg à pompe, robuste et simple. Ce n'était pas une arme de guerre, mais un outil de campagne. Il glissa des cartouches de chevrotine dans le chargeur. Ces balles ne tueraient pas, mais elles arrêteraient net. Arthur refusait de redevenir meurtrier. Les 2 heures qui suivirent furent les plus longues de sa vie. Le crépuscule se dissipa lentement, engloutissant la maison dans un clair-obscur anxieux. Chaque craquement du bois, chaque souffle du vent semblait une menace. Radar, couché à ses pieds, demeurait immobile, l'oreille toujours à l'affût. Il était un radar vivant, prêt à donner l'alerte. Lorsque la montre d'Arthur indiqua qu'il restait 10 minutes, le chien se redressa soudain, grondant sourdement. Puis ils entendirent le bruit des pneus sur le gravier. Des phares balayèrent les vitres du salon. Il est là, murmura Arthur. Il inspira profondément, arma son fusil et dit. Restez ici. Quoi qu'il arrive. Sur le perron, 4 silhouettes. Croft était là, entouré de 3 hommes. Ils tenaient des lampes puissantes et des pieds de biche.
Toute trace de politesse avait disparu. Le jeu est terminé, Corrigan, cracha Croft d'une voix venimeuse. Donne-moi la mallette. Elle n'est pas ici, répondit Arthur, imperturbable. Menteur. Tu l'as trouvée dans le bunker. C'est sa place, et tu vas nous la rendre. Tu peux venir de ton plein gré, ou mes hommes Y traîneront. Arthur comprit aussitôt qu'un affrontement sur le seuil serait perdu d'avance. Il devait les attirer ailleurs. Très bien, dit-il en abaissant légèrement le canon. Elle est au bunker. Allons-y. Ils le forcèrent à marcher devant, Isla et Sophia poussaient derrière. L'air de la nuit était froid, saturé d'humidité. Les faisceaux des lampes découpaient la noirceur. Dans le bunker, Croft ordonna. Fouillez. Les hommes se dispersèrent, renversant meubles et étagères. Rien ici. Cria l'un d'eux. Croft devint livide, puis furieux. Où est-elle? Il s'avança, la rage déformant son visage. Un de ces hommes agrippa alors le bras d'Isla. Ce fut la limite. Reculez. Tonna Arthur. Il épaula son fusil mais non pour viser un homme. Il tira dans le mur du fond, là où la terre du vieux cellier rencontrait le béton. L'explosion claqua comme une tempête enfermée. Le son rebondit dans l'espace clos, assourdissant, écrasant. Une pluie de poussière et de gravats s'abattit. Les hommes hurlèrent, aveuglés, désorientés. Ce fut l'instant que Radar attendait. Dans un bond silencieux, le chien se jeta dans la mêlée, frappant le plus proche de la sortie. Ses crocs s'enfoncèrent dans la jambe de l'homme, le projetant à terre dans un cri de douleur. La lampe roula sur le sol, jetant des éclats fous sur les murs. Un homme à terre, un autre vacillant, et Croft figé le fusil d'Arthur désormais braqué droit sur lui. Alors, au milieu du fracas de leur respiration et des gémissements, un autre son s'éleva, lointain d'abord, puis net, indiscutable. Le hurlement des sirènes. Croft leva la tête, incrédule. Les faisceaux de lumière révélaient son visage, l'arrogance y mourait, remplacée par la rage impuissante d'un prédateur pris à son propre piège. Il avait tout eu sous contrôle, croyait-il, jusqu'à ce qu'un vieil homme et son chien renversent la partie. Quelques instants plus tard, le bunker fut inondé de lumière rouge et bleue. Des voix crièrent des ordres. Des pas martelèrent les marches. « Lâche ton arme, Croft !» hurla le shérif Carter depuis l'entrée, son revolver braqué. Tout était fini. Arthur abaissa lentement le fusil. L'adrénaline se vida de lui d'un coup, le laissant tremblant, vidé, mais debout. Il regarda, muet, tandis que Croft et ses hommes étaient menottés, puis entraînés dehors dans la nuit. La justice, enfin, avait trouvé son chemin jusqu'à cette terre hantée. Arthur tomba à genoux, épuisé, et serra Radar contre lui, enfonçant son visage dans sa fourrure. « Bon chien », murmura-t-il, la voix brisée. « Bon chien ». Le calme revint, presque irréel. Dans le lointain, les sirènes s'éteignirent. Le vent s'infiltra doucement dans les pins, comme si la vallée elle-même poussait un soupir de soulagement. Pour la première fois depuis des décennies, le poids du passé semblait s'alléger. Sur cette terre autrefois souillée par le mensonge, le courage, la loyauté et un chien fidèle venaient de rendre justice. Par la suite du combat silencieux, la victoire ne se manifesta pas par un cri, mais par la lueur froide des gyrophares. Les éclats rouges et bleus des voitures de patrouille déchiraient la nuit comme des battements de cœur frénétiques dans les bois sombres, peignant la scène d'une lumière presque irréelle. Là où, quelques instants plus tôt, régnait la peur et le tumulte, s'installa désormais un étrange calme. Julian Croft et ses hommes furent conduits vers les véhicules, menottes au poignet, leurs regards arrogants réduits à un silence vide. Le shérif Ben Carter, visage marqué par les années de service, recueillit les dépositions avec le professionnalisme d'un homme habitué à la tragédie, mais ses yeux trahissaient une inquiétude sincère pour son vieil ami. Sophia et Isla, drapés dans les couvertures qu'Arthur avait apportées, racontaient leur version des faits d'une voix tremblante mais lucide. Leurs mots flottaient dans l'air froid comme des lambeaux de vérité arrachés à l'ombre. Arthur, lui, se tenait légèrement à l'écart. Tout lui semblait lointain, irréel, comme s'il observait une scène tirée de la vie d'un autre. Il répondait aux questions du shérif avec la précision mécanique d'un soldat en mission. À ses côtés, Radar, son fidèle chien, pressait sa tête contre sa jambe, rappelant à Arthur qu'au milieu de ce chaos, quelque chose devrait demeurer encore, la loyauté silencieuse d'un compagnon. La bataille était finie.
La violence avait laissé place à l'écho d'un monde brisé. Les semaines suivantes passèrent dans un flou pesant, une succession d'audiences, de papiers, de signatures et de visages étrangers. Les avocats entraient et sortaient comme des acteurs dans un théâtre sans fin. Les journaux de tout l'État s'emparèrent de l'histoire, le crime enfoui depuis 60 ans, les noms de Corrigan, Vance et Croft liés à une même honte, autrefois associés à la gloire et désormais à la trahison. Pour Isla, c'était la fin d'une quête commencée comme un simple projet de recherche. Elle avait cherché la vérité historique, et l'avait trouvée brute, impitoyable, déchirante. Son esprit méthodique s'acharna à vérifier chaque document, à comparer chaque signature, à reconstituer le puzzle d'un passé qu'elle aurait préféré ignorer. Arthur, quant à lui, s'acquitta de chaque devoir sans jamais faillir. Il assista à chaque réunion, signa chaque document, répondit à chaque question. Témoigner contre son propre sang lui coûtait, mais il savait qu'il ne pouvait plus se taire. Porteur, la vérité était sa dernière forme d'honneur. Un matin clair et froid, la dernière étape eut lieu dans un cabinet d'avocat du centre-ville. La lumière hivernale filtrait à travers les vitres immaculées et se reflétait sur la table de conférence vernie. Face à lui, Sophia, les mains jointes, tentait de cacher son émotion. Isla, assise à sa droite, signa la première. Son geste fut net, rapide, presque militaire. « Mon grand-père a contribué à voler cela à votre famille, dit-elle d'une voix douce mais ferme. C'est le moins que je puisse faire que de le rendre. » Puis ce fut au tour d'Arthur. Il prit le stylo, observa les feuilles devant lui et des lignes, des chiffres, des propriétés, des actions et tout ce qui représentait un héritage construit sur le mensonge. Il pensa à la maison, au silence qu'il avait tant aimé, à la voix de son grand-père sur la bande enregistrée, lourde de remords. Il pensa aussi au regard de Sophia, plein de dignité et de pardon. Alors, sans hésiter, il signa. Ce n'était pas un renoncement. C'était une délivrance. Sophia accepta les documents, ses doigts tremblant légèrement. Des larmes brillèrent dans ses yeux sombres, mais elles n'étaient pas de tristesse. « Vous nous avez rendu bien plus que de l'argent, » dit-elle d'une voix émue. « Vous nous avez rendu notre nom, et notre honneur. » Arthur esquissa un sourire paisible. « Il n'y a rien à rendre, » répondit-il simplement. « Nous avons seulement réparé ce qui devait l'être. » Lorsque la légalité fut scellée, Arthur se retrouva seul à nouveau dans la maison du bluff. Mais le calme qui autrefois apaisait son âme était devenu une accusation muette. Chaque craquement du parquet résonnait comme une plainte. Le vent dans les pins semblait murmurer un nom, celui de Matteo Reyes. Même la terre sous ses pas lui paraissait souillée. Il comprit alors qu'il ne pourrait pas bâtir son avenir sur une terre gorgée de sang et de mensonges. Quelques jours plus tard, il passa un dernier appel, cette fois à une organisation de protection de la nature. Il leur parla d'un domaine côtier, d'une forêt, d'une falaise face à la mer. Il proposa de le vendre à un prix dérisoire, à une seule condition, que jamais, au grand jamais, cette terre ne soit construite. Quelle demeure sauvage, libre, un refuge pour le vent, la mer et les arbres. Un sanctuaire pour guérir. Sa dernière semaine à Maine fut consacrée aux adieux. Il emballa ses quelques biens, ses outils, ses vêtements, quelques livres, et la vieille boîte de munitions contenant le journal de son grand-père. Ce fragment d'histoire, il ne pouvait s'en séparer. Isla repartit vers son université, déjà absorbée par de nouveaux projets. Ils se serrèrent la main, un respect silencieux les unissant plus que des mots. « Si tu trouves un endroit où t'arrêter, dis-le-moi, » dit-elle. Arthur hocha la tête, conscient qu'il n'en savait rien lui-même. Sophia vint plus tard, tenant un petit paquet enveloppé dans du tissu. « Pour ton voyage, » dit-elle. C'était un simple pain, tout chaud, dont l'odeur emplissait la pièce d'une douceur humaine. « Sois prudent, Arthur Corrigan, » ajouta-t-elle d'une voix émue. « Tu es l'homme que j'aurais voulu que ton grand-père soit. » Ces mots le touchèrent plus profondément qu'il ne voulut l'admettre. Le dernier matin, la maison était vide. Les pièces résonnaient de ses pas. Dans le jardin, il s'arrêta devant la cicatrice de terre fraîche, là où l'immense chêne s'était autrefois dressé. C'était là que tout avait commencé et là que tout se terminait. Il s'agenouilla, passa un bras autour du cou de Radar. « Eh bien, mon vieux, » murmura-t-il, « c'est encore toi et moi. » Le chien répondit d'un coup de langue et d'un battement joyeux de la queue. Ce geste simple contenait toute la fidélité du monde. Arthur monta dans son vieux pick-up, Radar sautant sur le siège passager comme toujours. Le moteur rugit, familier, rassurant. Sans un regard en arrière,
il quitta le chemin de gravier, passa devant la maison de Sofia qui se tenait sur son porche, la main levée en un dernier salut silencieux puis prit la route côtière vers l'ouest. Il n'avait plus de maison, plus de terre, plus de fortune. Mais il avait retrouvé quelque chose de bien plus précieux. Quand le soleil se leva sur l'Atlantique, répandant son or pur sur la mer infinie, Arthur sentit la paix s'installer enfin dans son cœur. Il avait perdu un passé bâti sur la honte, mais il avait retrouvé son honneur. Il avait renoncé à un héritage corrompu, mais retrouvé son âme. Et à ses côtés, Radar, son compagnon le plus fidèle, fixait l'horizon, prêt à accueillir le nouveau jour. Car parfois, les secrets les plus lourds sont ceux que nous héritons, et les trésors les plus purs ne se trouvent pas dans des coffres scellés, mais dans la loyauté sans faille d'un ami. La vraie richesse n'est pas dans la possession, mais dans la rédemption, celle que l'on conquiert, un acte de vérité à la fois. Et quelque part, au détour d'un chemin, là où la forêt rejoint la mer, un homme et son chien poursuivaient la route vers une aube nouvelle.